Je m'appelle Caroline et je serai votre hôte pour cette lecture bilingue. Good afternoon, everyone. Welcome. My name is Caroline Talpe, and I'll be your host for this bilingual event. I'll be presenting the program and the readers in both English and French. Je vais lire les introductions d'abord en anglais, puis en français. Tous les poèmes seront lus en anglais et en français. Avec Emmanuel Merle et Peter Brown, je suis l'un des co-traducteurs des poèmes d'Arthur Gold que nous allons lire ce soir. Nous sommes très heureux et honorés de vous avoir avec nous. Ces poèmes sont extraits de A Period of Sickness, une récente édition bilingue de 14 poèmes d'Arthur, publiée par les éditions Encre et Lumière à Cannes-Éclairant en France. Nous remercions particulièrement Jean-Claude Bernard, directeur d'Encre et Lumière, d'avoir réalisé ce projet. Une première édition est apparue sous Firefly Press en 1988. Et nous sommes reconnaissants à Birchbarkediting de nous avoir fourni une plateforme et de nous avoir permis de partager l'œuvre d'Arthur pour la première fois avec cette communauté internationale. Nous remercions également Peter Brown qui a travaillé avec Birchbark ces dernières semaines pour organiser cet événement. La lecture durera 1 heure. Si nous avons le temps pour des questions, nous les prendrons à la fin. Vous pourrez les poster dans le chat à droite. Le poète David Ferry lira 6 poèmes d'Arthur. Chaque poème sera suivi de sa traduction française, lue par le poète Emmanuel Merle. Along with Emmanuel Merle and Peter Brown, I am one of the co-translators of the poems by Arthur Gold that we'll be reading this afternoon. We're very pleased and honored to have you with us. All of the poems are from A Period of Sickness, a recent bilingual edition of 14 poems by Arthur, published by Éditions Encre et Lumière in Cannes-Éclairant, France. We especially thank Jean-Claude Bernard, the director of Encre et Lumière, for taking on this project. A prior limited letterpress edition of these poems was published by Firefly Press in 1988. We are thankful to Birchbarkediting for providing us with a platform and helping us share Arthur's work for the first time with this international community. Special thanks also goes to Peter Brown for working alongside Birchbark over the last few weeks to coordinate this event. The reading will take 1 hour. If we have time for questions, we'll take those at the end. Please post them in the Zoom chat on the right. David Ferry will read 6 of Arthur's poems. Each poem will be followed by its French translation read by the poet Emmanuel Merle. Before we start, a few words about Arthur, David, and Emmanuel. Avant de commencer, quelques mots sur Arthur, David et Emmanuel. Diplômé de Princeton et de Harvard, Arthur était spécialiste de littérature anglaise du XVIIIe siècle, de Shakespeare, de Henry James et de la famille James, ainsi que de la Bible. Il a enseigné à Wellesley College, où il était un professeur brillant et apprécié. Ses travaux critiques ont été publiés dans des revues telles que Commentary et Mosaic. Il a commencé à écrire des poèmes après avoir appris qu'il était atteint d'un cancer en phase terminale et a vécu assez longtemps pour terminer un recueil de ses poèmes avant sa mort à l'âge de 53 ans. A graduate of Princeton and Harvard University, Arthur was a scholar of 18th century English literature, Shakespeare, Henry James and the James family, and the Bible. He taught at Wellesley College, where he was known as a brilliant and beloved teacher. His critical work appeared in such venues as Commentary and Mosaic. He began writing poems after being diagnosed with a terminal form of cancer and lived long enough to complete a chapbook of these poems before his death at age 53. Le livre le plus récent de David Ferry est une traduction de l'Énéide de Bewilderment, New Poems and Translations, Université de Chicago 2012, a remporté le National Book Award. David a publié 6 livres en tout, dont un ouvrage critique intitulé The Limits of Mortality, an essay on Wordsworth's major poems, Wesleyan University Press. David a remporté plusieurs prix importants, dont le Ruth Lilly Poetry Prize for Lifetime Achievement,
le Bobbitt National Prize for Poetry, Library of Congress, le Harold Morton Landon Translation Award et le Academy Award of the American Academy of Arts and Letters. En 1998, il a été élu à l'Académie américaine des arts et des sciences. David Ferry's most recent book is a translation of Virgil's Aeneid, University of Chicago, 2017. Bewilderment, New Poems in Translation, University of Chicago, 2012, won the National Book Award. He has published 6 books in all, including a critical work called The Limits of Mortality, an essay on Wordsworth's major poems, Wesleyan University Press, and has won many major prizes, including the Ruth Lilly Poetry Prize for Lifetime Achievement, Bobbitt National Prize for Poetry, Library of Congress, Harold Morton Landon Translation Award, and the Academy Award of the American Academy of Arts and Letters. In 1998, he was elected to the American Academy of Arts and Sciences. Emmanuel Merle est né en 1958 à Namur, France, et vit à Grenoble. Il a publié un recueil de nouvelles et de nombreux recueils de poèmes. Il a reçu le prix Kowalski et le prix Théophile Gautier en 2007 pour son recueil de poésie amère indienne. Il a reçu le prix Rhône-Alpes du livre pour Un homme à la mer en 2008. Ses écrits, poèmes et récits paraissent régulièrement en France et ailleurs, notamment aux États-Unis. Un recueil de ses poèmes en anglais, Elsewhere on Earth, traduction de Peter Brown, est disponible chez Guernica Press. Emmanuel Merle was born in 1958 in Namur, France, and lives in Grenoble. He has published a book of short stories and many collections of poems. He received the Prix Kowalski and the Prix Théophile Gautier in 2007 for his poetry collection, Amère Indienne. He received the Prix Rhône-Alpes du livre for Un homme à la mer in 2008. His writings, poems, and stories appear regularly in France and elsewhere, including the United States. A collection of his poems in English, Elsewhere on Earth, translation by Peter Brown, is available from Guernica Press. Merci encore de vous être joints à nous aujourd'hui. Maintenant, je vais laisser la parole à David pour commencer la lecture. Thanks again for joining us today. I will now leave the floor to David to start the reading. Rome, December 1973. Precious the winter light in Rome, the year of the fuel crisis. We walked down the middle of the Via Veneto, you, your mother, and your aunt wore black fur coats. Golden the fluted columns were golden, visited by that light, that precious light, that also, as I remember, touched the stubble on a priest's face, caught in the black doorway of a church as he was coming out, as he was going in upon us into the cold street, warmed for just a moment by the precious winter light. In Rome, the year of the fuel crisis. But that night, the darkness seemed total, especially on a bus we took one night towards a destination now forgotten. That darkness outside seemed total. Beyond the yellow balloons, light bulbs, doubly reflected in the windows as glass, beyond the long reflected faces, our own, we inferred a darkness so total that even had there been children outside the bus,
And even had they tried to touch, reached to touch the windows with their hands, we would have seen nothing. We would not have known they were there. We must have been going somewhere, but all I remember now is the joking tone of the driver and his friend and the word they offered when we left the bus for darkness. Coraggio. Rome, décembre 1973. Précieuse la lumière d'hiver à Rome, l'année de la crise du pétrole. Nous marchions au milieu de la Via Veneto. Ta mère, ta tante et toi portiez des manteaux de fourrure noire. Dorés, les colonnes cannelées étaient dorées. Visitées par cette lumière, cette précieuse lumière qui, dans mon souvenir, caressa le chaume sur le visage d'un prêtre surpris au seuil de la porte noire d'une église, alors qu'il sortait et tombait sur nous dans la rue froide, réchauffé un moment seulement par la précieuse lumière d'hiver à Rome, l'année de la crise du pétrole. Mais la nuit, l'obscurité semblait totale, particulièrement dans un bus que nous avons pris une nuit vers une destination maintenant oubliée. L'obscurité dehors semblait totale. Derrière les ballons jaunes des ampoules, reflétés 2 fois dans la vitre, derrière les visages blêmes reflétés, les nôtres, nous devinions une obscurité si totale que même s'il y avait eu des enfants à l'extérieur du bus, et même s'ils avaient atteint les fenêtres de leurs mains, nous n'aurions rien vu. Nous n'aurions pas su qu'ils étaient là. Nous devions bien aller quelque part. Mais tout ce dont je me souviens maintenant, c'est le ton enjoué du conducteur et de son ami et du mot qu'ils nous offrirent quand nous avons quitté le bus pour entrer dans l'obscurité. Coraggio. Arthur Gold's poem, Chest Cancer. A flash of somber red against the main drenched green bank of the Victory Garden as we kids crouched under the sun reading. It was the only sight of fox I ever had. In the Jersey winter, I thought that if I would have held that fox in my line of sight, on our way to have my septum removed, my father told me of the fox cub and the Spartan boy. He meant to encourage. I was guilty of telling the same cruel tale to the same end to my little girl, Anna, who, when it was over and done with, asked, what did the Spartans have against pets? But afterwards, in the car, when I complained of the hurt, he held me against his chest. So Anna holds her cat, Rosette. Those memories and imaginations gnaw at my repose. Anna's tenderness
to her rosette, my dad's flash of tenderness to me. Paradise would be if I could hold them before, not behind my eyes. Le cancer de la poitrine. Un flash de rouge sombre contre le vert trempé du Maine. Derrière le jardin de la Victoire, lorsque nous, les enfants, étions accroupis sous le soleil pour désherber. C'était le premier aperçu d'un renard que j'avais jamais eu. Dans cet hiver du New Jersey, j'ai pensé, ah, si j'avais seulement pu retenir ce renard dans ma ligne de mire. Sur le chemin pour me faire retirer mon septum, mon père m'a parlé du renardeau et du petit garçon spartiate. Il voulait m'encourager. J'ai été coupable d'avoir raconté la même histoire cruelle à la même fin à ma petite fille Anna, qui, quand l'histoire était enfin terminée, a demandé ce qu'avaient les Spartiates. Mais après, dans la voiture, quand je me suis plaint de la douleur, il m'a tenu contre sa poitrine. Ainsi, Anna serre sa chatte Rosette. Ses souvenirs et ses imaginations tenaillent mon repos. La tendresse d'Anna envers Rosette. Ce flash de tendresse de mon père envers moi. Le paradis, ce serait que je puisse les retenir devant et non pas derrière mes yeux. You're good. Go for it. Go for it. Start. Arthur Gold's poem, Is There No End? I'm on God's hit list. A bullet hurtles towards me from very far away. This I understand. But why must I be graded by students on how beautiful I am or how or fair to others as I go into the fetal position and stick my tongue out in what medical students in the know call the queue. Is there no end? Is there no end to judgment? Is there no end? N'y a-t-il pas de fin? Je suis sur la liste noire de Dieu. Une balle s'élance vers moi de très loin. Cela, je le comprends. Mais pourquoi faut-il que je sois noté par des étudiants en fonction de ma beauté, ou que je sois loyal envers les autres lorsque j'adopte une position fétale et tire la langue selon ce que les étudiants en médecine initiés appellent le Q? N'y a-t-il pas de fin? Pas de fin? Le jugement est-il sans fin? Pas de fin? You're good. Arthur Gold's poem On the Beach at Asbury. I lie half asleep
on the beach at Asbury. The hairs on my father's chest are little tendrils of death. The sun breathing down, the murmur and susurrus of voices, the prices of this and that, who's in, who's out, the stock market, boys' names, girls, and behind or below, the comforting murmur, faintly disturbed by cries, the other clamor of the breathing surf feels somehow heard somehow through the warm sand and in my bodies as I make. All this comes as I bake. All this comes back to me now, but especially the intricate mess of black, gray, white hair on my father's sun-darkened chest. Not seen or touched, but known, and the sense of something coming, something dire, hidden below or behind it all. Sur la plage d'Asbury. Je suis étendu à demi endormi sur la plage d'Asbury. Les poils sur le torse de mon père sont de petites vrilles de la mort. Le soleil de plomb, le murmure susurrant des voix, le prix de ceci ou cela, qui gagne et qui perd, la bourse, les prénoms de garçons, de filles. Et derrière, ou sous la surface du murmure réconfortant, légèrement, troublé par les cris, l'autre clameur des battements du ressac, ressenti, entendu d'une certaine manière à travers le sable chaud et dans mon corps pendant que je cuis. Tout cela me revient maintenant, mais surtout l'amas finement entrelacé de poils noirs, gris et blancs sur la poitrine brunie de mon père, ni vu, ni touché, mais connu, et le sentiment que quelque chose arrive, quelque chose de terrible, caché sous ou derrière tout ça. Arthur Golden's poem, Paris in the summer of 1988. Every weekday afternoon in Paris, I keep for the occasion, I leap for the occasion for the second page of Le Monde with its day-by-day, glow-by-glow account of La Révolution Française. Then, after finishing my paper, my sandwich, and my beer, I repair with other tourists to the cool nave of Notre Dame, where I take comfort in the grave and massive pillars, not the height nor the light, so much as the thick, fat establishment below. My mind with the king and queen on their all-night
journey from Versailles to Paris. I taste their fear. I see the two heads of their bodyguards on pointed sticks bobbing up and down in the lurid light. The terror had not begun yet, but there was terror. Pierre le Boulanger dragged to the lantern by the misunderstanding mob. Berthier jerked from his carriage, smiling, abject, as he looks on the head of his uncle, turned blue and stuffed with hay. First the Cathars, then the Protestants, now the aristocrats, later the communards and the victims, seas of blood spread over France, sheets of blood hung between pillars. If I were alone, I'd embrace those pillars. If I were alone, I'd cry out, "Fall on me, crush me to death." Paris, à l'été 1988. Chaque après-midi de la semaine à Paris, je saute à la deuxième page du Monde et le compte rendu jour par jour, coup par coup, de la Révolution française. Après avoir terminé mon journal, mon sandwich et ma bière, je me rends avec les autres touristes sous la nef fraîche de Notre-Dame, où je me réconforte parmi les colonnes énormes et solennelles, pas pour la hauteur ni la lumière, mais plutôt pour la fondation épaisse et large en dessous. Mes pensées sont avec le roi et la reine dans leur cheminement de toute la nuit de Versailles à Paris. Je goûte leur peur. Je vois les deux têtes de leurs gardes du corps sur des bâtons pointus, sautillant à la lumière sanglante. La terreur n'avait pas encore débuté, mais de la terreur, il y en avait. Celle de Pierre le boulanger, traîné à la lanterne par la foule qui avait mal compris. Celle de Berthier, arraché à sa calèche, souriant, misérable, en regardant la tête de son oncle bleuie et remplie de foin. D'abord, les cathares, puis les protestants, et maintenant les aristocrates. Plus tard, les communards et leurs victimes. Une mer de sang étendue sur la France, des draps de sang suspendus entre les colonnes. Si j'étais seul, j'enlacerais ces colonnes. Si j'étais seul, je crierais « Tombez sur moi, écrasez-moi jusqu'à la mort ». What? Go for it. Arthur Wells' poem Cough. My cough punctures the stillness, endless the sea,
Grief swallows me up. Where the fog lifts, there the rock glistens. My cough penetrates the stillness. Endless my grief. Sea, swallow me up. When the fog lifts, the rock listens to my cough, cutting holes in the stillness of the sea. Humility is endless. Humility, swallow me up. As the fog lifts, my cough glistens. It is alone of all things real and will someday swallow me up. A rowboat, passengerless, oars hanging from oarlocks, wanders the basin. A horse riderless completes the course. As thousands laugh, 4 men distracts, surround, contain the soul of the horse's motion. A boy with a boat hook pulls the rowboat in. Tout, ma toux crève le silence, la mer sans fin, le chagrin m'engloutit, là où le brouillard se lève, le rocher luit. Ma toux pénètre le silence, mon chagrin sans fin. Mer, engloutis-moi. Quand le brouillard se lève, le rocher entend ma toux qui découpe des trous dans le silence de la mer. L'humilité est-elle sans fin? Humilité, engloutis-moi. Tandis que le brouillard se lève, ma toux, lui, elle est toute seule, réelle, malgré tout, et un jour, elle m'engloutira. Une barque sans passagers, les rames suspendues au tollé s'égarent dans le bassin. Un cheval sans cavalier achève sa course. Devant des milliers qui rient, 4 hommes distraits encerclent et contiennent l'âme du mouvement du cheval. Un garçon avec une perche sort la barque de l'eau. This concludes today's reading. Thank you so much, David and Emmanuel. This was such a treat. Merci pour votre écoute. On a terminé la lecture. On a quelques minutes. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour des questions pour les traducteurs ou pour Emmanuel. Feel free to ask your questions in the chat if you have any for the translators or for Emmanuel Merle. Or any comments? Thank you.
Thank you very much. One question that was asked is, when did Arthur die? Quand est-ce que Arthur est décédé? And that happened in 1989, en 1989. In fact, Caroline, it was 1988. Okay. C'était In December. à la fin de l'année, le 31 décembre. Who were the other American poets that Gold was associated with? Quels étaient les autres poètes américains avec qui Gold a collaboré, qui étaient ses contemporains? That might be. I mean, I think David. I think David was probably the living poet that he was most associated with was David Ferry, and David and Frank Bedart were the ones who sponsored the publishing of the first version of this book. That was the letterpress version that was published by Firefly Press back, I think, in 1988, or at about that period. We have Larry Rosenwald here, who was a close associate of Arthur. So those are the three poets that I know. If I may, since you asked me, I mean, I had a sense that Arthur's poetic world was, as you describe it, as regards contemporary poets, but that where he lived was, with Blake and with the mystics, and to some extent with Jewish liturgical poetry. Arthur once asked me who I was influenced by, and I said some 19th century French critic, and he said, no, I thought I would have said Wittgenstein, who wasn't an influence, but it was an honor to be associated with him. But I think Arthur's sense of poetry wandered very, very widely, and the people he was influenced by and thought about and heard the lines of were all over the place. Thank you, Larry. We have questions about. Oh oui, Emmanuel. Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de la difficulté, peut-être de. En fait, l'introduction de David dit une chose essentielle, c'est que le livre, les 14 poèmes, ont un titre, A Period of Sickness, une période de maladie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, évidemment, Arthur Gold est mort après la rédaction de ces poèmes, après son cancer. Et le titre, Une période de maladie, laisse sous-entendre que c'est une période qui va passer et que la vie va peut-être revenir derrière. Et donc, ce qui touche énormément dans ces textes, c'est évidemment la présence à tout instant, à chaque vers, de la mort, et en même temps une extrême pudeur à dire cette mort, comme si c'était une sorte à la fois de message tragique à laisser au monde, mais en même temps une sorte de message d'espoir à laisser à ses proches. Voilà, j'ai été frappé par cette tension entre l'angoisse mortelle qu'on peut ressentir à lire ces poèmes, et en même temps l'extrême pudeur, j'y reviens, avec lesquels ils sont écrits. Voilà. May I take a stab at interpreting that so that anybody who doesn't speak French? I mean, Emmanuel was making a very good point, saying that one of the most powerful and moving elements of this book is the fact that Arthur was aware that he had this terminal diagnosis, and every word, every line of these poems is also aware
his impending mortality. But at the same time, Arthur seems to have this kind of reticence or shyness about talking about it so directly, and that's sort of that sort of inner anxiety of the poems, knowing but also hesitating to speak about it too directly, and worrying about how it will affect his family and apparently most clearly his daughter Anna. Thanks, Peter. I think that actually also may address the question from Carol, who wanted to understand better the challenges associated with finding the right voice for illness. And we also had a question, what was the greatest challenge in translating these poems? Je voudrais dire quelque chose sur cette question. La grande difficulté dans la traduction de ces poèmes, mais plus généralement de la langue anglaise jusqu'au français, c'est le rythme intérieur au vocabulaire anglais qu'il est très difficile de rendre en français, puisque le français est une langue quasiment sans accent. Et donc cette musique ou ce rythme qui se trouve dans le son même des mots en anglais ne peut pas se retrouver en français, sauf peut-être avec la présence du E muet qu'on a particulièrement en français. Donc c'est par d'autres moyens rythmiques et sonores eux aussi qu'en français on a eu peut-être la possibilité, mais c'est difficile, hein, très difficile et peut-être même inaccessible, qu'on a la possibilité néanmoins de faire entendre ce qui, si on n'y faisait pas attention, ne serait peut-être finalement qu'un récit. Et le français se demande où est la dimension poétique lorsqu'il lit ce récit. Donc il est important, nous, en français, de faire entendre aussi une forme rythmée, voire musicale, qui n'est pas instinctive dans la langue française, en fait. So what Emmanuel is saying is absolutely true, is that the fundamental, the question we debated a lot and worked on a lot was this question of accents, the strong accents in English. And we're all in doing this work, Arthur and all of us are very influenced by the kind of formality that David is so expert in. And the strong, the sort of iambic quality of English, a kind of stress that really doesn't exist in French. And so in order to translate the musicality of the rhythmic quality of the source of the English into French was something that made us, that was a real challenge. And we, I think, I mean, Emmanuel didn't say this, but I think we actually did sort of count syllables and count sort of iams as if we could make iams in French. We sort of pretended we could do iams in French and sort of elaborated the lines that way so that we could at least convince ourselves that we were reproducing the metrical music of the lines that way. And I mean, I think it worked out pretty nicely, actually. I think those were all the questions that we had. Je pense qu'on a lu toutes les questions qu'on a reçues. Donc, on va peut-être vous libérer un peu plus tôt. Est-ce que je pourrais dire un dernier mot? Oui, Emmanuel. Je voudrais adresser ici tout mon respect, tout mon remerciement et toute ma gratitude à David Ferry, lui dire que je l'aime. Voilà. Je voudrais remercier également Caroline et Peter
pour tout leur travail, pour cette traduction qui, sans eux, n'aurait jamais pu voir le jour. Également à Jean-Claude Bernard, éditeur français, qui a fait un travail remarquable sur ce livre. Merci à tous. Merci de votre écoute. Merci à toi, Emmanuel. Merci pour cette belle lecture. Oh, Peter, you're on mute. Emmanuel very graciously expressed his love for David Ferry, and also his gratitude to me and Caroline for the work that we did, and also to Jean-Claude Bernard, the publisher in France, for his very beautiful production of this bilingual book that we published in France. Thank you, everyone. And on this note, have a great afternoon, a great evening. On vous souhaite une très belle soirée à ceux qui nous ont rejoints de l'autre côté de l'océan. Et merci encore. Merci. Au revoir.